fais une thèse sur... Alors, je fais une thèse sur la rupture des croisés antérieurs, qui est une blessure qu'on connaît bien, et plus particulièrement lors du changement de direction, puisque c'est à ce moment-là que cela intervient, et encore plus précisément lors du changement de direction non planifié. C'est-à-dire quand vous avez un élément extérieur qui arrive, qui vous surprend un petit peu, vous devez changer de direction rapidement, et souvent, il y a un manque de vigilance fait qu'on réagit mal et qu'on se blesse et qu'on se rompt le croisé. D'accord. Et donc, tu le disais, monter une cellule de recherche au Stade Français pour essayer de lutter contre les blessures. Donc, tu as proposé ça à Thomas Lombard, le directeur général du Stade Français. Raconte-nous un peu. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ça remonte... on va remonter un peu dans le temps. Quand j'ai commencé mon Master 2 en biomécanique, on avait un ancien joueur du Stade, qui était un grand joueur, qui s'appelait Sergio Parisse, qui avait des blessures très régulières sur un segment jambier au niveau du mollet droit, et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi. J'avais la chance d'être mis en relation avec Philippe Rouche, qui nous a accueillis dans son laboratoire, avec lequel donc, on a fait toute une batterie de tests, de la modélisation 3D, des tests avec des plateformes de force, ce genre de choses. Et j'ai vu ça, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai dit que je voulais absolument faire ça quand je serais grand. Et à partir de là, on a proposé avec Pascal Papé, le directeur du centre de formation, la création d'un pilier médical pour les jeunes axé sur la recherche et sur ces technos-là. On a proposé à Thomas, il a trouvé que c'était une idée intéressante, on a commencé comme ça. On a eu ensuite Julien Delbouy, qui était un de nos joueurs, qui s'est rompu le croisé 2 fois de suite, puisque malheureusement c'est une blessure qui est assez récidivante. Et sur la deuxième, le médecin du club nous a dit ce serait bien qu'on lui fasse faire plus d'examens en laboratoire, de manière à voir si on pouvait des éléments supplémentaires de décision pour favoriser son deuxième retour au jeu. Et quand on a fait toute cette batterie de tests de changement de direction dans le labo, l'idée est née ensuite de dire il faudrait qu'on puisse créer cette même capacité d'analyse in situ dans le club, dans le stade. Proposer cette option-là à Thomas, qui l'a trouvée aussi intéressante et qui l'a validée. Et à partir de là, on est lancé sur cette cellule recherche. D'accord. Donc concrètement, cette cellule recherche dans le stade, in situ, elle fonctionne comment ? Alors pour le moment, cette cellule recherche, elle est basée, on est dans le stade Jean-Bouin, on a un outil assez incroyable dans le stade Jean-Bouin, c'est un gymnase au sous-sol avec une partie de terrain synthétique qui fait 20 mètres par 20 mètres dans des conditions d'environnement très stables qui permettent vraiment de faire de l'analyse du mouvement et donc on fait nos tests là-bas. On a aujourd'hui en ressources humaines, on est... Donc moi, kiné, doctorant en biomécanique. On a une ingénieure aussi qui est doctorante en biomécanique qui a été embauchée en Tassif pendant 3 ans. Parce qu'avoir une ingénieure avec soi pour faire tourner sur de plateforme, c'est quand même assez utile. Et un jeune médecin, une demi-journée par semaine. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la cellule. Et on travaille aussi de concert avec le médecin du club sur des projets plus, des réflexions sur la commotion cérébrale. Et on a aussi d'autres sujets avec la préparation physique, l'épidémiologie, l'évaluation de charge. Donc c'est une cellule qui pour le moment est constituée comme ceci, mais qui est amenée aussi à grandir et à se développer. Et donc concrètement, vous faites quoi ? Alors voilà, concrètement, on va réaliser des tests bilans, en fait, des tests sur nos joueurs à qui on va demander de réaliser une tâche qu'on va filmer avec notre caméra d'analyse du mouvement. Donc ce sont des tests qu'on a essayé de designer au plus proche des conditions réelles. En fait, l'idée, c'est d'essayer de recréer des conditions au plus proche des conditions de jeu. Pour faire simple, ces tests-là, c'est un bilan personnalisé qui va permettre de savoir si vous avez des facteurs de risque quand vous pratiquez ce geste-là. Si on en identifie, on va essayer de les régler en amont pour éviter que la personne se blesse. Et un des points très importants de tout ça, il y a 2 points importants. Le premier, c'est d'essayer d'être au plus proche des conditions réelles, comme je l'ai dit, parce que lorsque un joueur de rugby fait un changement de direction à pleine vitesse, il y a 7 fois le poids du corps sur sa jambe. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait des tests un peu plus basiques, comme on peut voir, qui sont déjà très bien, en musculation ou en mouvement fonctionnel, on est très éloigné des contraintes rencontrées dans les situations. Et donc nous, concrètement, on essaye d'identifier ces facteurs de risque chez les joueurs par des bilans personnalisés et quantifier les contraintes qu'ils rencontrent lors de leur pratique et essayer de mettre les deux en phase, de manière à ce que le joueur soit en mesure de faire sa pratique sans se blesser, et aussi dans le cadre des validations de retour au jour post-blessure. Et comment vous faites alors
Des caméras, Voilà, donc au niveau matériel, c'est là où l'IA prend tout son intérêt. Jusqu'à présent, ces technologies-là, je pense que vous avez déjà tous vu les personnes qui mettent des petits marqueurs réfléchissants et qui sont filmés par des caméras infrarouges qui permettent de modéliser en 3D la gestuelle. Très utilisé dans les films, très utilisé dans les jeux vidéo. Des jeux comme FIFA ou FC25 sont caractérisés avec ça. L'idée, c'est que pour rendre le jeu le plus réaliste possible, on sert de ces technologies-là pour faire une mimique de la gestuelle du sujet. Nous, on va réutiliser cette techno-là de manière à pouvoir avoir la plus proche approximation de la gestuelle du sujet et pouvoir l'étudier. Donc on a aujourd'hui l'avantage d'avoir des caméras d'analyse du mouvement qui n'ont plus besoin de marqueurs et donc qui peuvent être utilisées sur le terrain. Ce sont des caméras qui fonctionnent avec justement un algorithme de machine learning qui a été développé sur 500 000 individus qui sont passés dans les caméras auxquelles on a fait fitter un modèle générique. Et ensuite, quand vous passez des nouveaux joueurs, vous allez pouvoir avoir un modèle, une modélisation 3D de la personne qui est la meilleure approximation de la personne que vous êtes en train d'étudier. Et avec ça, on va être en capacité de voir si cette personne-là a des faiblesses qui la prédisposent à se blesser. D'accord. La population sur laquelle vous travaillez, c'est le groupe pro, c'est... Alors, pour le moment, on développe dans le cadre des tests, nos tests. Déjà, la finalité, c'est de vraiment réussir à avoir des tests valides qui scientifiquement apportent des choses qui sont prouvées. On va le développer avec les jeunes joueurs du centre de formation et aussi avec les filles de l'équipe première féminine, les Pink Rockets. À horizon des 2 thèses, l'idée, c'est qu'on ait tous nos tests qui soient validés, qui fonctionnent. On va pouvoir ensuite les faire passer à tous nos joueurs en test baseline, en pré-saison. Et on va faire par la suite des études prospectives. Donc on va essayer d'identifier parmi ces tests-là, en fait, on avait des signes annonciateurs qui auraient pu nous indiquer que le joueur allait vivre une blessure, la blessure qu'il aurait eu a posteriori. C'est la manière la plus efficace aujourd'hui de démontrer l'efficacité d'une épreuve préventive. On fait des tests, on pose des hypothèses, on va regarder ensuite avec les années comment ça se passe. Et une fois que tous ces tests-là seront validés et avec des vraies sorties scientifiquement significatives, elles seront déclinées aux joueurs professionnels. Ok. Quand vous notez qu'il y a des risques de blessures, vous faites quoi pour éviter ces blessures, justement ? Alors après, il y a plein de façons de changer les choses. Déjà, il y a toute une approche qui consiste à corriger la technique gestuelle. Parce qu'on sait qu'on a des techniques qui sont beaucoup plus dangereuses que d'autres. On a des attitudes lors du changement de direction, par exemple, qui prédisposent à faire, qui met le corps dans une situation beaucoup plus contraignante. Comme vous imaginez, avec 7 fois le poids du corps sur la jambe, il suffit que vous ayez un élément, un tronc qui soit trop incliné, ça va majorer ces facteurs de risque. Donc on a déjà une première approche qui est de donner des conseils techniques de changement de direction en discussion avec les coachs qui peuvent être déjà déclinés auprès des plus jeunes joueurs pour un apprentissage de la meilleure des techniques et ensuite pour tous ceux pour lesquels on va identifier des facteurs de risque grâce à nos petits capteurs. J'ai oublié de vous dire, il y a des capteurs qui mesurent l'activation musculaire pour voir si on a des muscles qui se contractent suffisamment rapidement pour protéger le joueur. Si on identifie des choses, on va proposer des stratégies rééducatives qui permettent d'améliorer ce genre de choses. Comment les coachs appréhendent ou vivent le fait que vous les sollicitiez pour donner des conseils sur la gestuelle et sur faire évoluer les choses. C'est un point très important. Là, ce qu'on a décidé pour la cellule recherche, c'est d'aller vers le meilleur compromis performance-prévention. Comme dans beaucoup de domaines de la vie, les techniques qui potentiellement rapportent le plus sont aussi les plus risquées. C'est exactement pareil pour un sprint ou un changement de direction. Plus vous allez faire un geste risqué, plus potentiellement il va être gagnant, mais plus potentiellement il va aussi être délétère. Donc nous, l'idée d'embarquer les coachs avec nous, c'est déjà de les associer en amont sur le design des tests, sur les conseils qu'ils pourraient nous donner, et en sortie, leur faire des recommandations qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas, mais juste à titre d'expertise, et en essayant de leur dire qu'on pense que prévention et performance peuvent être un combat commun. Un exemple très simple, dans le changement de direction avec incertitude, il y a quelque chose qui semble très important, c'est de réussir à avoir suffisamment d'éléments à l'avance dans son environnement proche avec la vision périphérique pour avoir le temps de se protéger. Je suis convaincu que les très grands joueurs, c'est la même capacité à laquelle ils font appel pour voir des choses avant les autres et voir le trou que d'autres n'auront pas vu et prendre le pas sur la défense. Donc pour moi, il y a vraiment, on peut embarquer les gens grâce à ça.
Et c'est une très bonne remarque parce que certains modèles justement décrivent, les modèles dans le sport, de la prévention dans le sport, maintenant décrivent le fait que si on développe des approches préventives qui ne sont pas dans l'esprit du club, qui ne sont pas dans l'esprit du sport, et qu'elles ne sont pas mises en place, vous n'avez aucune chance qu'elles marchent. Donc c'est primordial d'aller sur cet aspect-là. Les coachs, c'est une population difficile à convaincre? Pas tous. Certains, oui. Il n'y a pas de vérité. On a des anciens coachs qui sont assez ouverts à ce genre de choses. On a des anciens coachs qui ne le sont pas du tout. On en a des nouveaux qui sont à l'inverse. Voilà. Donc non, c'est toujours pareil. Une façon, si on amène les choses bien, qu'on échange, il faut savoir rester à sa place. Et nous, on a... Alors, c'est aussi une des carburations qui a été décidée au Stade Français. C'est cette cellule recherche, elle est un peu en parallèle des autres systèmes. On est au service des départements. Pour pouvoir amener de l'analyse biomécanique, que ce soit sur de l'amélioration du buteur, du lanceur, sur de la prévention pour les blessures, sur la prépa physique, mais sans être non plus trop impliqué dans le running quotidien de suivi équipe. Et finalement, cette situation-là nous permet de travailler un peu plus sereinement dans le temps. C'est des projets qui demandent du temps. Et en même temps, comme on fonctionne comme ça, on ne vient pas débarquer un matin en disant à un coach fais pas jouer ce joueur parce qu'il a ça. Et finalement, on a décidé de créer ça sur un temps long qui, à mon avis, aide aussi à ce que le jour où on mette les choses en place, elles soient plus facilement acceptables. Et comment les joueurs et les joueuses vivent ce que vous leur faites subir, entre guillemets? Alors, après, ils sont plutôt assez emballés. Déjà parce que ça fait appel aux technologies modernes, parce que c'est les mêmes choses, encore une fois, quand on joue à des jeux vidéo actuels sur certaines consoles et qu'on sait que la technologie que nous on utilise pour les tester, c'est la même qui a servi à ce que aux joueurs qui vont faire les gestuels du jeu auquel ils adorent jouer, bah, c'est un gros facilitateur de comment dire, d'intégration de ce genre d'approche. Et globalement, il n'y a jamais eu surtout avec la jeune génération, il n'y a jamais eu de réticence, au contraire toujours partant. Et même eux, on essaye aussi, au-delà des coachs, de les impliquer, de nous aider, d'échanger avec eux. Moi, par exemple, pour ce qui était de designer mon test de changement de direction en incertitude, je les ai beaucoup sollicités. Alors pas ceux que j'allais tester évidemment, mais d'autres, sur par exemple quand tu changes de direction en situation offensive, quel est pour toi le signe visuel dans ton environnement qui va avoir du déterminisme sur le côté de ton changement de direction. Et finalement, ils ont une telle connaissance déjà de leur métier que c'est un input super qualitatif pour nous. Et encore une fois, le fait de les faire participer, ça aide aussi à ce que ce soit mieux intégré par la suite. Et concrètement, l'intelligence artificielle, elle sert à quoi dans tout ce processus? Et quand est-ce qu'elle intervient? Alors l'intelligence artificielle, c'est un énorme accélérateur de tout ça, puisque ça permet de traiter de la donnée massive. Déjà, comme je vous disais, le système de caméra d'analyse du mouvement qu'on utilise est basé sur le fonctionnement du machine learning, donc avec les 500 000 individus qui ont été rentrés en amont, mais avec une machine learning qui va s'entraîner au fur et à mesure. Plus vous allez passer des joueurs, plus l'intelligence artificielle va s'entraîner, va devenir d'autant plus pertinent pour faire coller aux joueurs que vous regardez la cinématique qui est le plus fidèle à ce que lui est en train de faire. Donc déjà, à ce niveau-là, le principe même fonctionne sur de l'intelligence artificielle et du machine learning. Ensuite, pour ce qui est d'exploiter nos résultats et de les tester, là où avant on tâtonnait pendant quelques semaines, mois pour tester une version, là on peut tester plusieurs traitements différents en même temps. D'ailleurs, je reprécise qu'on est dans le cadre de la cellule recherche, on est accompagné par des sponsors du club, notamment Talent, qui est spécialisé justement aussi en IA, qui nous a dépêché 3 jeunes docteurs spécialisés en IA qui travaillent avec nous sur nos projets. On se fait des réunions de travail toutes les 3-4 semaines. On leur donne des données, on continue à les travailler tel qu'on avait l'habitude de le faire. On fait les deux en parallèle, on revient. On essaie de voir si les conclusions qu'eux ont grâce à l'IA et à leurs algorithmes sont les mêmes que les nôtres. Et aujourd'hui, on est sur ce moment où justement, on ne va pas abandonner ce qu'ils faisaient avant pour ce qui se fait non plus pour l'IA, mais on est obligé de tester aussi que donne la validité scientifique de ce que nous donnent les résultats d'IA comparé aux méthodes classiques. Donc on va aborder les deux en même temps. Et d'un point de vue plus personnel, et là c'est la petite anecdote un peu marrante, moi je me sers beaucoup de l'IA générative avec des applis d'IA générative. Et par exemple, pour designer ma situation de changement de direction, j'avais besoin de faire une situation qui reproduise un peu les conditions réelles de jeu. Donc en fait, on a fabriqué un petit laser où quand vous franchissez le laser, vous avez un écran géant devant vous avec un vidéoprojecteur qui diffuse une vidéo et le franchissement du faisceau laser va permettre de jouer la scène
et la personne va changer de direction en regard de cette situation-là. Et nous, avec nos capteurs d'analyse du mouvement et d'activation musculaire, on va voir si ces muscles réagissent suffisamment rapidement pour le protéger. Bah, tout ce système-là, ça coûtait très cher dans le commerce, et c'était forcément des choses qui n'étaient pas designées pour nous. Et en fait, grâce à l'IA génératif, on a pu développer ce système-là en demandant à l'IA de nous dire quelle liste de composants électroniques associés, comment les assembler, quel script faire, alors que je vous assure que je ne suis pas du tout compétent pour la chose. Et au final, on a réussi à avoir quelque chose qui marchait. Donc ça peut être à bien des égards des outils très puissants à utiliser. On est très très loin de la kiné et de l'ostéopathie là. Oui et non. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut garder la pratique manuelle en même temps. Pour tout vous dire, moi au début, quand j'ai épousé aussi le projet d'aller sur la biomécanique, c'était comment ces techniques d'analyse du mouvement pourraient m'aider dans mon traitement ostéopathique. Comment je peux démontrer que parce que je traite quelqu'un en ostéopathie en amont, il va mieux bouger ensuite et être en capacité à mieux vivre ses contraintes. Au départ, c'était vraiment un peu cette idée-là. Finalement, ça partit sur un projet plus vaste qui embarque l'ensemble du club dans un projet plus conséquent. Mais je garde toujours dans un coin de ma tête le fait que le jour où on sera maîtriser ces technologies-là, les utiliser, je m'en servirai aussi pour cette approche-là, et ça peut être super efficace pour ça aussi. Est-ce que ça a déjà porté ses fruits en termes de prévention de blessures ? Alors là, aujourd'hui, sur la carburation, on a lancé les 2 thèses en parallèle, la mienne et celle de ma collègue Marie, donc qui est Marie Lemoin, qui est ingénieure, qui elle fait une thèse aussi, mais sur les facteurs de risque sur la blessure des disques jambiers. En fait, on a fait les pathologies qui occasionnaient le plus grand nombre de jours d'absence. On s'est dit que c'était la priorité à les traiter. Les premiers résultats, on les aura vraiment, si on veut être sérieux scientifiquement, à la fin des 2 thèses. Ce qui n'empêche, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir déjà des inputs qu'on peut donner sur des améliorations techniques, sur ce genre de choses, sur des choses qu'on aura identifiées comme des vrais comportements à risque qu'on peut déjà essayer de changer. On a des pistes de réflexion intéressantes, notamment nées du travail avec talent, sur des choses qu'on imagine. On a tout le travail de thèse, ça consiste aussi à faire une énorme revue bibliographique pour savoir qu'est-ce qui existe dans la littérature. Donc on peut déjà apporter aussi ces éléments-là. Et donc voilà, c'est en train de processer. La fin des thèses, c'est prévu pour quand ? Dans 1 an et demi. Dans un an et demi, mais l'idée à terme, c'est d'avoir une cellule de recherche pérenne au Stade français en capacité à mettre en place n'importe quelle étude scientifique avec du matériel dédié, avec des RH dédiés et une capacité à le faire et mener ça en interne. On parle de prévention de blessures. Est-ce que l'IA et cette cellule de recherche, elle pourra aussi être une aide à la performance, et comment ? Oui, tout à fait, parce que déjà la prévention rend des joueurs plus disponibles, et plus vos joueurs sont disponibles, plus vous avez des chances que l'équipe fonctionne correctement. Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, on cherche vraiment cet axe performance-prévention, parce que je suis convaincu que les deux sont liés. Donc ça, c'est un premier aspect. Puis un deuxième aspect qui est plus lié aussi à tout ce qui va être complémentaire sur la gestion de la charge de travail. Donc là, c'est là où on essaye d'agrandir un peu le cercle. On commence à travailler avec un préparateur physique qui est très versé sur ces sujets-là, sur le croisement de la donnée. Donc on croise toutes les données, et elles sont très nombreuses dans le sport, monitoring, GPS, tests pré-saison, ce genre de choses, pour essayer de voir, grâce aux algorithmes de croisement, quelles données donnent de performance, quelle autre au contraire donne de la blessure, et nous aider à nous orienter là-dessus. Et on est en train de développer ça, justement, cet axe-là qui serait très complémentaire au nôtre, avec cette idée en plus de dire, je pense que si une cellule recherche qui aurait en son sein un médecin, une ingé, un kiné, un préparateur physique, on commence à avoir un peu tout le spectre des intervenants nécessaires à bien travailler pour faire de la prévention et de la performance. Ouais. Donc, vous êtes au Stade français, il y a une cellule de recherche. Est-ce qu'il y a d'autres clubs dans le top 14 ou en Pro D2 qui ont aussi mis en place une cellule de recherche ? Tout à fait. Alors, une cellule de recherche qui font de la recherche, oui. Une cellule de recherche, non. Mais justement, c'est assez intéressant. On a nos amis du Racing qui font aussi pas mal de choses. Vos amis, vous avez dit. Voilà. Mais avec qui on s'entend très bien, qui font aussi beaucoup de choses avec les arts et métiers, mais où les sujets sont un peu dissociés, donc c'est très bien. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est que dès qu'il s'agit de prévention et de santé,
ça prime par-delà la rivalité club. Ça, je trouve que c'est un vecteur de communication super intéressant. Dire de toute façon, s'il n'y a pas de rugby parce qu'il est trop contraignant, il n'y aura plus de derby. Et collaborer pour ce genre de choses, je trouve ça vraiment une super chose. Le club de Grenoble aussi, qui a lancé aussi des sujets. Il y a Toulouse, qui, si je ne dis pas de bêtises, a lancé une thèse, mais plus sur la mêlée, ce genre de choses, plus en versant performance. Et il y a Perpignan, qui est aussi assez actif, avec qui on est en train d'échanger pour faire une possible collaboration sur des sujets communs, et où là justement l'IA aura tout son rôle à jouer, puisque l'idée ce serait de l'utilisation de la réalité virtuelle dans le cadre des retours au jeu post-commotion. Voilà, on a des réunions de travail sur ce genre de sujets qui sont aussi assez intéressants. Très très gros sujet, les retours post-commotion. Voilà, exactement. Et donc juste pour conclure par rapport à ça, en revanche, il me semble en l'état, on est les seuls à avoir une cellule dédiée en interne. D'autres que nous font aussi ce genre de choses. Mais en cellule interne dédiée à ça, pour le moment, a priori, on est, à ma connaissance, les seuls. On parle de rugby. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui travaillent de la même manière que vous? Et est-ce que vous êtes en contact avec eux? Alors, on est en compte. Oui, déjà, ce qui est vachement intéressant, c'est d'avoir une cellule qui peut se concentrer à vraiment la vie de la recherche au sein d'un club, c'est qu'on peut développer des partenariats aussi à l'étranger. Donc, on travaille en collaboration avec l'université de Bergame en Italie, avec Elena Bergamini qui fait un super travail en biomécanique, aussi avec l'université de Turin, avec qui on travaille sur les EMG, les signaux EMG. Donc on est amené comme ça à pouvoir rencontrer des gens, échanger avec eux. On a fait une présentation l'autre jour avec quelqu'un qui travaillait au Milan AC justement sur les EMG, qui nous a fait une présentation passionnante. Et donc là, on peut avoir des échanges qui sont super intéressants. Et ce qui nous fait dire qu'on a a priori pris le bon train, ou en tout cas on est dans le sens de la marche, c'est que la Ligue de NBA aux États-Unis a décidé de doter 4 clubs pilotes de cellules de biomécanique pour la prévention des blessures, en utilisant le même matériel que nous. Ce qui est aussi très bien, puisque comme je vous ai dit, comme l'algorithme est entraîné, plus vous avez passé de sujets et plus ça va donner de la finesse dans le résultat. D'avoir des choses comme ça, c'est super pour nous. Et normalement, ils sont censés, si l'expérience est positive, généraliser à toute la ligue de NBA l'année prochaine. Donc on pense qu'on est sur la bonne voie. Vous avez inspiré la NBA? Non, non, mais je pense que, blague à part, quand il y a des coïncidences comme ça, c'est qu'on est souvent en fait aspiré par des communications communes, des lectures communes, qui fait qu'à un moment donné on se retrouve sur des mêmes sujets. C'est juste parce qu'en fait on a été lire les mêmes choses qui nous ont amené à avoir les mêmes réflexions et qu'on se retrouve au même endroit.